Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui, mais c'est pas pour une vidéo d'observation en temps réel. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine passée, on vous a présenté notre top 32 de mi-saison du TSLH Espoir. C'est d'ailleurs disponible en audio sur toutes les plateformes, puis en vidéo sur la chaîne YouTube du Tout sur le hockey. Puis je trouvais que ça rendait peut-être pas justice à tous les efforts que j'ai faits depuis le début de la saison. Depuis le début de l'année, j'ai classé 80 joueurs environ que j'ai vus au moins 7 fois ou plus. Puis il y a des joueurs là-dedans que j'aime bien. Ça peut être des cibles potentielles en deuxième, troisième, quatrième ronde. Donc j'ai décidé, c'était un peu mes petits coups de cœur, j'ai décidé de vous les présenter. Puis c'est des joueurs il y en a quelques-uns là-dedans qu'on entend un petit peu moins parler, qui passent un peu plus sous le radar. Donc je voulais vous les décrire rapidement avec un petit peu de support visuel, que vous puissiez voir leur talent, puis ce qu'ils sont capables de faire sur la patinoire. Puis ça va être classé en ordre alphabétique, donc c'est pas un top 10 à proprement dit, mais c'est 10 joueurs que j'aimais bien, donc je vous les présente tout de suite pour la vidéo. Alors, je commence la vidéo avec le défenseur du Storm de Guelph, Michael Butchinger. Puis ça, c'est un défenseur que j'ai surveillé en regardant les attaquants Danny Zilkin puis Matthew Poitras. Donc, j'ai eu l'occasion de le voir aller. Puis, il a tranquillement monté dans mon classement. C'était un gars au début que je voyais en troisième, quatrième ronde. Puis, tranquillement, il a réussi à se hisser un peu plus haut. Je l'ai actuellement dans la deuxième portion de ma deuxième ronde. C'est un défenseur qui est stable dans les trois zones et en fait, dans les deux sens. Il patine super bien. En fait, moi, je trouve qu'il patine bien. En général, j'ai aimé ses relances, même si à mes yeux, ça fait pas partie de l'élite, là, si vous voulez, dans cette catégorie au niveau junior. Mais c'est un gars qui se débrouille très bien all around dans toutes les situations. Il semble avoir une bonne base là, pour le développer. Donc, s'il tombait dans une équipe qui a le temps d'avoir un peu de patience avec les défenseurs, peut-être un 3-4 ans pour lui, ça serait très bien. J'ai aimé son travail en avantage numérique pour distribuer les rondelles, surtout. Je trouvais qu'il avait une bonne vision, on repérait bien ses coéquipiers. Puis son lancer frappé, ça n'a pas été le plus violent, mais je trouve qu'il le place bien. Donc, pour des retours, pour des déviations, son tir des poignets est un petit peu mieux, je trouve. Fait que c'est une arme un petit peu plus pour lui. Il l'utilise bien, même si c'est pas un marqueur ou un défenseur qui va aller marquer beaucoup de buts. Je trouve que pour lui, ça l'aide à se démarquer de certains autres défenseurs. Donc, ça va vraiment être de travailler, continuer à se développer, travailler encore les aspects offensifs et défensifs, puis peut-être ajouter une petite touche physique aussi, ça serait intéressant. Donc, Michael Butchinger, c'est un défenseur à surveiller probablement pour le repêchage. Le deuxième joueur, c'est un autre défenseur. Cette fois, c'est des Knights de London. C'est Isaiah George. Puis George, c'est un défenseur qui est un petit peu plus du côté défensif du hockey. Donc, tu sais, c'est pas un gars qui est hyper flashy, mais il fait très bien en défensive. Ça ne l'empêche pas de monter dans mon classement de mon côté. C'était la même chose pour Butchinger. C'est un gars que je voyais un petit peu plus tard, peut-être quatrième ronde. Puis là, tranquillement, je le vois peut-être monter troisième, peut-être même deuxième ronde. Fait que c'est quand même intéressant pour lui. Il patine super bien et puis il a quand même un bon gabarit des gens en partant. Puis il est capable de s'impliquer physiquement. Il utilise bien son bâton, bloque des tirs. Il fait vraiment ce que les entraîneurs souhaitent d'un défenseur qu'on pourrait dire shutdown. Donc, tu peux le faire jouer contre les gros trios adverses, puis il est là pour faire le travail. Il est capable d'appuyer de l'attaque aussi de temps en temps. C'est pas un aspect de son jeu qui est où est-ce qu'il est très fort. Il est un peu plus limité de ce côté-là. Mais ça lui arrive souvent en fait, souvent, quelques fois, d'arriver en trailer, comme on dit, donc la deuxième vague, capable de reconnaître les surnoms. Donc, c'est un défenseur que je trouve intéressant de ce côté-là. Si, mettons, je le mets en comparaison, je suis pas un grand fan de Owen Pickering du côté de l'attaque, mais Pickering a quand même cette coche-là un petit peu plus que George. Mais j'aime quand même le package de Isaiah George dans l'ensemble. En ce moment, je l'ai en début de troisième ronde. Mais je pense qu'il va continuer à progresser. Puis je serais pas surpris de le voir atterrir dans ma deuxième ronde.
d'ici le classement final que je vais proposer peut-être au mois de juin, juillet. Je poursuis avec l'attaquant québécois David Goyette. Goyette, lui, joue avec les Wolves de Sudbury dans la OHL. Puis, je ne sais pas si vous avez regardé le match qu'il a joué à RDS contre Shane Wright et les Frontenacs de Kingston. Mais il en avait mis plein la vue. Il avait marqué 4 buts. Il en avait marqué au moins 2 qui étaient quand même assez spectaculaires. C'était un peu faufilé à travers les défenseurs. Avant même que le match de la RDS arrive, c'était déjà un défenseur, un attaquant qui m'intriguait quand même beaucoup par son talent, ses habiletés individuelles en général. Goyette, c'est un gars, je trouve, qui a vraiment de la vitesse pour déborder les défenseurs. Puis il y a aussi une agilité un peu complémentaire, si on veut, avec ses mains, pour vraiment les déjouer. Il fait pas juste arriver en vitesse puis les contourner. Il est capable d'arriver en vitesse puis les servir une belle petite feinte pour se donner de l'espace, couper au centre. Fait qu'on voit un peu ses habiletés de ce côté-là. Il voit très bien le jeu devant lui quand il a la rondelle sur sa palette. Donc, ça fait en sorte qu'il est hyper dangereux offensivement. Sauf que là, ben, c'est ça. On se pose la question peut-être, est-ce que c'est juste un très bon joueur de hockey junior? Moi, de mon côté, je pense qu'il y a du développement à faire justement pour l'aider à progresser. C'est pas le gars qui a le plus gros gabarit, mais je pense qu'il y a un moyen de développer parce que les habiletés sont déjà là. J'aimerais le voir un petit peu plus de constance de son côté. Un petit peu plus de chien, peut-être, parce que même s'il y a un petit gabarit comparativement à d'autres, ça n'empêche pas que j'aimerais voir des fois finir des mises en échec, être un petit peu plus intense le long des bandes devant le filet. Mais en même temps, c'est ça, c'est pas tout à fait son mandat. C'est un gars qui est un petit peu plus en périphérie, qui a beaucoup de talent. Fait que ça va dépendre un peu de quelle équipe va l'avoir dans son équipe, quel genre de gars on va vouloir développer avec lui. Je pense pas que c'est un joueur défensif non plus, mais je le trouve assez intelligent pour s'impliquer défensivement. Donc, il y a ça d'intéressant de son côté. Puis c'est un petit plus pour lui. En ce moment, je l'ai en deuxième ronde. Je ne sais pas s'il va réussir à se hisser dans ma première ronde, mais deuxième ronde, pour moi, en ce moment, je trouve que c'est un très bon rang pour lui. Puis j'ai hâte de le voir progresser pour le reste de la saison. Le prochain attaquant, c'est Jordan Gustafsson des Thunderbirds de Seattle. Puis Gustafsson, c'est un autre gars qui est à surveiller à Seattle avec Korchinski aussi qui est là, un très bon défenseur que moi j'ai en première ronde. Puis Gustafsson, c'est pas le gars avec le plus gros gabarit non plus, mais je trouve que son niveau de talent brut doit être parmi les plus élevés probablement du repêchage si on considère juste la combinaison avec vitesse, main, talent, intelligence. C'est parmi les joueurs les plus dangereux du repêchage. Un petit peu comme Goyette, c'est pas un gars qui est très gros, mais il a de très bonnes mains. Puis je trouve que c'est sa vitesse d'exécution puis son patin qui l'amène ailleurs pour moi dans ce repêchage-là. Puis je pense que c'est ce qui va faire en sorte aussi qu'il va peut-être continuer à monter dans certaines listes, puis peut-être même on pourra le voir en première ronde. Je trouve qu'en zone offensive, il est régulièrement une menace. Il trouve une façon de se détacher, de se faire oublier des défenseurs adverses. Je trouve qu'il pense la game très rapidement. Puis ça lui facilite la tâche pour trouver des coéquipiers ou même trouver des espaces où est-ce qu'il peut attaquer avec la rondelle. J'ai constaté quand même, après quelques matchs, qu'il y avait un très bon lancer des poignets. Son tir sur réception, il est précis, en avantage numérique surtout. Euh, je trouve qu'il dégaine rapidement. C'est peut-être pas c'est pas le lancer sur réception le plus violent, mais il est bien placé. Puis quand il reçoit des belles passes, dont notamment des passes de Korchinski, des fois, ça sort rapidement de sa palette, puis c'est toujours bien placé pour qu'elle aille dans le filet ou la rondelle fasse des retours pour ses coéquipiers. C'est un gars que je trouve très high octane, explosif. Je pense qu'il va juste devoir améliorer un peu plus son jeu all-around, un petit peu plus d'implication physique, mais je trouve qu'il y a quand même un peu de chien. Donc, moi, je l'ai en début de deuxième ronde en ce moment, puis c'est un des gars que je surveillais pour peut-être la fin de mon top 32. Donc, ça serait peut-être pas impossible de le voir se hisser là d'ici la fin de l'année.
Le prochain joueur, c'est un joueur qui est peut-être probablement inconnu de la plupart d'entre vous. C'est l'attaquant des Steelers de Mississauga, Zachary Lavoie. Donc, c'est un Franco-Ontarien qui joue dans la OHL. Lavoie, c'est un autre joueur qui a retenu mon attention pendant que je regardais d'autres joueurs, en fait. Donc, je regardais Owen Beck et Luca Del Bellows. Puis Lavoie, il m'a popé un peu du regard. Parce que c'est pas nécessairement le plus talentueux du repêchage, puis c'est pas le gars le plus spectaculaire non plus. Mais il y a un style de jeu agressant, tenace, travaillant, qui fait en sorte que moi je trouve qu'il réussit à avoir beaucoup de succès grâce à ça. Il trouve le moyen de un peu surpasser le talent, le manque de talent, entre guillemets, que je dis, le talent peut-être plus diminué, pour avoir une production quand même bonne, surtout à sa première saison dans la OHL. C'est quand même très intéressant de sa part. Quand je l'ai vu jouer avec Beck sur le deuxième trio, c'est vraiment son intensité qui a ressorti du lot pour moi. Je le trouvais tenace, comme je disais. Il avait pas peur de foncer au filet. Puis il dérangeait les défenseurs. Puis quand il a joué aussi sur le premier trio avec Delbel Bellows puis Hardy, là j'ai noté qu'il y avait aussi une petite touche de marqueur. Il était capable de finir les jeux, il était capable de bien lire ses coéquipiers, puis les joueurs de talent. Delbel Bellows puis Hardy, c'est des joueurs talentueux. Puis il était à sa place avec ces gars-là. Donc, sans nécessairement être le plus rapide de l'équipe, il y a un flair pour le filet. Fait que ça fait en sorte qu'il est capable d'aller ramasser des points puis des buts, même s'il n'est pas nécessairement capable de finir avec des buts spectaculaires, des lancers violents. Il réussit à marquer parce qu'il est près du filet puis il est près du gardien puis du demi-cercle. Peut-être penser un peu à un style de Brendan Gallagher. Je compare pas les joueurs, mais un style de gars tenace comme ça qui est tannant, qui est un style peut-être plus offensif parce qu'il est travaillant. Je pense que je pourrais le voir comme un choix de quatrième tour. Peut-être plus haut, ça dépend vraiment de l'équipe, mais c'est un gars que je verrais peut-être en quatrième ronde en ce moment. Sixième joueur que je présente, dans le fond, il m'est tombé dans l'œil dès mes premiers visionnements. C'est l'attaquant des Blaze de Saskatoon, Brandon Lesowski. Puis, tu sais, Lesowski, je comprends que certaines personnes qui sont peut-être plus réticentes parce que c'est pas un gros gabarit. C'est encore un autre petit joueur. Mais moi, quand je le regarde, il me fait plaisir. J'aime le voir regarder dans les matchs des Blaze que j'ai suivis. Je le trouvais assez bon. C'est un sniper. Il va près du filet. Il n'a pas peur de compléter les buts, les jeux près du filet, les passes de ses coéquipiers. Puis c'était quand même assez surprenant de le voir souvent dans l'enclave. Il se laissait oublier un peu par les défenseurs, puis il était là pour prendre des retours de lancer. Fait que c'était assez une facette de son jeu que j'aimais bien. Quand il en a l'occasion, il est vraiment capable de décocher des bons lancers des poignets, une bonne vélocité, je trouve, son lancer. Puis il a un bon coup de patin aussi, fait qu'un plus petit gabarit, mais vraiment être capable de se distancer des défenseurs. Puis il est capable aussi à force d'arriver en vitesse, il est dur à arrêter pour les défenseurs aussi parce que ils doivent absolument l'amener dans un genre d'entonnoir. Ils doivent utiliser le bâton, mais lui, il est assez talentueux pour non seulement les dépasser en vitesse, mais aussi un peu leur tricoter une paire de bas, une belle petite feinte, puis les défenseurs, des fois, sont dans la brume. Fait que pour moi, Lesowski, c'est vraiment un gars qui a des atouts de finisher, capable de marquer des buts. Puis ben ça, je le dis souvent, pas juste cette année, mais dans les autres années, marquer des buts, ça s'apprend pas. Fait que le côté offensif, il est là du côté de Lesowski. Puis c'est pour ça que moi, de voir ça de sa part, même si c'est un plus petit gabarit, j'aime ça. Puis c'est pour ça que je l'ai en première portion de ma deuxième ronde. Peut-être un gars aussi qui pourrait monter vers les 35-40 de mon côté. En ce moment, il est un peu plus dans les mi-quarantaines. Le prochain joueur, si vous avez regardé Shane Wright cette année avec les Frontenacs, vous avez probablement remarqué Paul Ludwinski. Ludwinski, c'est un joueur intense, puis le moteur, il roule tout le temps avec lui. Peut-être des fois, c'est ça son problème, c'est que le moteur roule constamment.
C'est un attaquant qui travaille fort, il n'a pas peur d'aller dans les coins, devant le filet. Il est habile pour récupérer les rondelles libres, créer de l'espace aussi pour ses coéquipiers. Des fois, ça facilite le jeu justement pour un gars comme Wright qui a tellement de talent, une belle vision. Je trouve que le niveau d'habileté de Ludwinski est bon, même si c'est pas nécessairement peut-être ce qui a sauté aux yeux quand je l'ai regardé. La première fois que je l'ai vu, c'était pas nécessairement, je suis pas tombé en bas de ma chaise parce que c'était un gars qui était hyper talentueux. Mais étant donné que il travaille fort, c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis il est capable d'alimenter ses coéquipiers, il est capable de finir les jeux. Tu sais, c'est pas juste un grinder, là. C'est un gars qui est capable de faire progresser la rondelle. Il est capable de déjouer un défenseur, des fois deux. Il a quand même une bonne vitesse. Fait que ça, c'est intéressant de son côté. Je trouve qu'il simplifie le jeu. Il amène la rondelle du point A au point B. Tu sais, son option, c'est vraiment de foncer au filet, d'aller prendre des retours, puis essayer de justement libérer l'espace pour les joueurs plus talentueux avec lui. Le problème que j'ai un peu avec Ludwinski, c'est juste que j'aimerais ça le voir analyser quelques situations différemment. Des fois, c'est bien de temporiser le jeu puis de juste donner des looks différents à l'attaque. C'est quelque chose peut-être que Ludwinski fait moins, mais si tu as besoin d'un gars pour complémenter des joueurs talentueux, des joueurs efficaces offensivement, Ludwinski, je pense que c'est un des bons choix pour peut-être en fin de deuxième ronde. Moi, je l'ai dans la deuxième moitié de ma deuxième ronde en ce moment. Là, je continue avec l'attaquant des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, Bryce McConnell-Barker. C'est un attaquant que vous avez probablement entendu parler parce que je l'avais dans mon top 32 au mois de novembre. Puis du côté de McConnell-Barker, il a tout juste glissé hors de ma première ronde. Puis c'est pas nécessairement à cause de son jeu. C'est plus parce qu'il y en a d'autres qui ont progressé de façon un petit peu plus fulgurante. Puis c'est correct. McConnell-Barker, c'est un gars que je pourrais voir dans mon top 32 aussi, s'il continue à progresser. Il a un style très complet, très professionnel pour son âge. C'est une recrue cette année. Puis, tu sais, je le trouve très engagé dans les trois zones. Puis, comme je le dis, c'est ça, il est très professionnel, très sérieux dans sa façon d'approcher le hockey. Son accélération puis son coup de patin, je les trouve très bons. Puis, j'aime ça le voir aller nord-sud avec la rondelle. Il a quand même un bon gabarit. Pour son âge. Puis c'est ça, lui non plus, il se complique pas la tâche. C'est beaucoup de nord-sud, un petit peu moins de dentelle, puis ça, j'aime bien ça. Il n'y a pas de détour. Hein. Il est capable de protéger la rondelle. Il est capable de la garder sur sa palette. Je le trouve intelligent en défensive. Reconnaît les situations, les couvertures. Fait que ça, c'est tous des aspects de son jeu qui le rend intéressant pour un gars de son âge, un gars qui est en train de vivre sa première année complète de OHL. Je trouve, j'ai trouvé que son lancer aussi était bon, un bon lancer vif. C'est sûr que, tu sais, encore une fois, on n'est peut-être pas dans le top end pour les lancers des poignets surtout, mais capable de battre les gardiens quand même avec vélocité, même quand, si mettons, il est à une trentaine de pieds, il est capable de décocher des bons lancers pour les déjouer. C'est pas un gars c'est ça, comme je dis, c'est pas un gars qui est over talented, c'est un gars qui est très efficace. Puis je pense que c'est un gars qui va être facile à développer dans la Ligue nationale parce que je vois déjà les atouts d'un gars qui pourrait être un bon middle six dans la Ligue nationale, donc un gars de deuxième, troisième trio qui est capable de jouer sur des avantages numériques. Ça, c'est des gars qui sont toujours intéressants à repêcher, surtout quand ça se met à glisser un peu en deuxième, troisième rond. Le prochain attaquant fait un petit peu moins de vagues sur Twitter que d'autres Russes, comme on pourrait nommer Yurov, Miroshnichenko, Perevalov. Puis c'est quand même un joueur qui est très intéressant à surveiller. C'est Viktor Neutchev, qui joue dans la MHL pour Avto Yekaterinburg. Donc, c'est une équipe qui est assez ordinaire. Mais lui, il est vraiment bon. J'ai tout juste hors de ma première ronde en ce moment. J'ai hésité à le placer dans mon top 32 aussi de mi-saison. Puis je serais pas surpris de le voir monter dans ma première ronde non plus d'ici la fin de l'année. Côté talent, il y a absolument rien à redire de lui.
Il est aussi talentueux, si vous voulez, que les Yurov, les Perevalov, puis les gars comme ça. Il y en a qui ont Trikozov aussi. Puis Neutchev, les habiletés sont là. Le tir est là, la vision. Il y a une bonne vitesse aussi. Puis je trouve que, contrairement à certains Russes dans le repêchage en ce moment, je trouve que Neutchev, il triche un petit peu moins. Il est un petit peu plus impliqué dans la MHL, un petit peu plus impliqué sur l'échec avant, entre autres. Puis lorsqu'il est en pression arrière aussi, en zone neutre, il est un petit peu plus impliqué avec le bâton, plus rapide pour se replier. Donc c'est sûr qu'il triche aussi un petit peu comme tous les autres quand c'est le temps d'aller en attaque. Mais tu sais, pour un gars qui joue dans une équipe de milieu de peloton, c'est un peu plus normal parce que l'attaque passe par lui. Puis il est de loin. Il y a vraiment une distance de points entre lui puis le deuxième ou le troisième marqueur. Je pense qu'il y a une vingtaine de points entre les deux. Fait dans une meilleure situation, je pense qu'on le verrait unanimement comme un choix de première ronde. C'est un joueur que je surveillerais attentivement s'il commence à glisser au repêchage parce que le talent est là, comme je dis, puis tout ce qui va manquer, c'est encore une fois juste un petit peu de développement, un petit peu de changement d'attitude, un petit peu plus professionnel. Mais ça, c'est correct, ça s'apprend en Amérique du Nord, puis ça s'apprend lorsque tu es entouré d'une équipe de la Ligue nationale, puis une organisation qui te donne un rôle, puis qui veut vraiment te développer dans ce rôle-là. Je termine la vidéo avec un joueur qui, c'est pas un joueur qui va vous faire tomber en bas de votre chaise, mais je le trouve très efficace. C'est le Finlandais Topi Roni. C'est un joueur de centre qui a un gabarit quand même déjà assez intéressant. Je pense qu'il est comme 6 pieds 1, 175 ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, c'est quand même déjà très intéressant pour lui. Mais c'est pas un joueur très physique. Donc, les espoirs européens, ça arrive souvent, surtout en Suède, en Finlande. C'est pas des ligues qui sont très physiques. Fait que c'est normal de voir les joueurs qui jouent pas ce style-là non plus. Mais je trouve qu'il quand même, il trouve le moyen de s'impliquer le long des bandes. Il utilise son corps, ses hanches un peu, ses jambes pour protéger la rondelle. Fait qu'il y a ce côté-là qui est efficace pour lui en attaque et en défensive. J'ai trouvé qu'il y avait quand même de bonnes habiletés à contrôler la rondelle. Je trouve que c'est un peu plus un fabricant de jeu, par exemple, qu'un marqueur. Mais c'est sûr que si il a l'occasion, il est capable de finir les jeux. C'est un peu peut-être qu'est-ce que je trouvais de Noah Ostlund qui me manquait un peu dans la SHL. J'aimerais qu'il finisse un peu plus les jeux. Ronnie, dans les matchs que j'ai vus dans la Liga, mais aussi dans la Saria, j'ai trouvé qu'il y avait cette touche un petit peu plus de finisher-là, même si c'est pas un vrai marqueur. Puis dans la Liga, j'ai trouvé bon dans l'ensemble. Je trouvais qu'il réussissait à aller chercher des points ici et là, mais c'est vraiment son manque d'explosion, son manque d'accélération qui m'ont refroidi un peu dans son cas. Son patin, il est moyen. Ça paraissait dans la Saria, mais on le voyait beaucoup plus dans la Liga. Mais je pense que encore une fois, je pense que c'est un joueur qui est intéressant à développer. S'il améliore son coup de patin, puis ça, on sait que ça peut s'améliorer, le coup de patin au fil des années, puis avec des entraîneurs qui vont se concentrer là-dessus dans la Ligue nationale. Moi, je pense que ça pourrait être un bon choix de troisième ronde. Puis les Finlandais, d'habitude, ils ont quand même ils travaillent quand même bien. Fait que c'est des jeunes qui sont d'habitude faciles à coacher puis faciles à développer. Donc, en troisième ronde, si tu veux le développer au centre, il faudrait qu'il améliore son patin, mais sinon, il pourrait faire du bon travail à l'aile quand même. Ouais, donc c'était les 10 joueurs que j'avais à vous proposer aujourd'hui pour mes petits coups de cœur, si on veut, pour le prochain repêchage, qui sont pas dans mon top 32, mais qui pourraient, il y en a peut-être certains là-dedans qui vont monter dans mon top 32. Ça serait à vérifier d'ici la fin de la saison. Donc, c'est vraiment, il y en a certains là-dedans qu'on n'entend pas souvent parler, notamment sur Twitter. On entend leur nom des fois, mais on ne sait pas tout à fait quel genre de joueur que c'est. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à les découvrir, puis peut-être à vous permettre de garder un œil sur eux d'ici la fin de la saison. Je ne sais pas trop ce qui va arriver dans les prochaines semaines sur la chaîne. J'aimerais ça vous squeezer peut-être une autre vidéo
d'observation. Ça sera à vérifier. Ma blonde est sur le point d'accoucher, fait qu'on va voir. Si vous voyez une vidéo, c'est que j'ai réussi. Sinon, ben ça sera un petit peu plus tard. Mais d'ici la fin de la saison, on va poursuivre les observations, on va poursuivre les analyses, puis je vais essayer quand même de vous concocter d'autres vidéos pour que vous puissiez suivre ce qui se passe avec le repêchage de 2022. Puis peut-être même une vidéo aussi pour le repêchage de 2023. J'ai déjà sorti mon top 32 préliminaire de 2023. Donc peut-être vous présenter certains joueurs aussi que j'aime déjà. Donc d'ici là, ben, on se dit à la prochaine à un moment donné. Salut!